Madame, Monsieur, bonsoir. 4 mois, presque jour pour jour, avant un scrutin présidentiel anticipé ou dirais-je précipité, l'Algérie se dote d'un nouveau code pénal. Le nouveau texte touche à des sujets aussi divers que surprenants, de la trahison et l'espionnage, en passant par la sorcellerie ou la caricature sur un agent de police. Et des peines pour le moins lourdes, qui vont, selon les indiscrétions relatées par plusieurs sites algériens, de 5 ans de prison à la perpétuité à quiconque divulguerait des documents confidentiels sur les réseaux sociaux ou à destination de pays étrangers et qui pourraient porter atteinte au moral de l'armée. Que signifie cela? Nous allons en discuter avec nos experts ce soir. La police est également protégée par ce nouveau texte qui lui garantit une quasi-immunité, puisque ce texte prévoit que quiconque porte atteinte à l'image des services de sécurité ou de leurs affiliés, que ce soit par écrit, dessin ou tout autre support sonore ou d'image, ou par tout autre moyen, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende pouvant atteindre $2000. Et la liste ne s'arrête pas là. Mais force est de s'arrêter sur les détails et surtout sur le timing de ce changement radical dans l'exercice judiciaire chez nos voisins. Alors que le flou est maintenu sur qui succéderait au président sortant, pourquoi un nouveau code pénal maintenant? Qu'est-ce qui aurait pu motiver le régime algérien à encadrer ou à recadrer la société algérienne? Nous allons également ce soir nous arrêter sur un autre fait marquant cette semaine. L'agence Reuters qui révèle les menaces d'Alger de couper le gaz à l'Espagne, et ce si la multinationale espagnole Naturgy en venait à vendre ses actions à une société émiratie. Rappelons d'ailleurs que cette multinationale espagnole est actionnaire dans le gazoduc Medgaz qui relie directement l'Algérie à l'Espagne. Et elle est liée, cette même multinationale, avec la Sonatrach par d'importants contrats de long terme de livraison de gaz. Et quand je dis long, c'est que ces contrats couvrent la période jusqu'à 2032. Pour le débat de ce soir, et vu que c'est un débat qui porte beaucoup d'aspects juridiques, nous avons avec nous sur le plateau le professeur de droit, professeur Mostafa Srimi, également politologue. Bonsoir. Professeur Srimi, marhaba. Bonsoir. Également avec nous sur le plateau, toujours un plaisir de l'accueillir, l'expert en question de stratégie de sécurité, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Professeur Srimi, un peu de pédagogie peut-être, enfin de pédagogie, ou peut-être plantons le décor de manière constitutionnelle. Que prévoit la Constitution algérienne en ce qui concerne des changements tels que celui qui touche aujourd'hui au code pénal de ce pays? Il faut d'abord indiquer que le président de Tebboune, élu en décembre 2019, dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire 20% du corps électoral, il faut le dire, a veillé à se doter d'une nouvelle constitution en avril 2020, pour bien montrer donc le changement. Le discours officiel du président depuis cette date-là, donc depuis près de 4 ans et demi, c'est l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, comme s'il pouvait y avoir une rupture avec l'Algérie ancienne. C'est Bouteflika, ça c'est un autre débat. En tout cas, dès avril 2020, il a apporté un certain nombre de réformes au code pénal qui était en vigueur. Quelles réformes? Les réformes pour ce qui est de l'atteinte à la sécurité, des articles relatifs à l'atteinte à la sécurité de l'État et de l'unité nationale, à l'ordre et à la sécurité publique et contre certaines pratiques déloyales, sans qu'elles soient d'ailleurs identifiées. Et c'est un article 144 qui a été modifié dans ce sens, du code pénal donc, avec des peines de prison allant de 6 mois à 3 ans. Il a ajouté une autre réforme, toujours à la même date, en avril 2020, sur des qualifications pénales intéressantes pour nous juristes, parce qu'elles innovent. C'est l'intention de porter atteinte. Rendez compte, l'intention d'un élément psychologique. L'intention de porter atteinte à quoi? À l'honneur, la délicatesse ou le respect dû à leur autorité. J'ai apprécié le mot délicatesse. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est dans l'article. Donc, je répète, atteinte à l'honneur. C'est pas juridique. Oui, c'est pas juridique. Puis ça ne veut rien dire. Délicatesse, respect, oui, la délicatesse, etc. Donc, toute atteinte à l'honneur, la délicatesse, au respect dû à des agents d'autorité, les fonctionnaires, les officiers publics, les commandants ou agents des forces publiques, et ce, de diverses manières. Paroles, gestes, menaces, écrits, dessins. Ce sont là, déjà pour 2020, je plante le décor pour répondre à votre question, déjà en avril 2020, on avait ça, et c'était contraire aux dispositions et à la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. C'était également contraire à un principe constitutionnel affirmé dans la même Constitution. Qui est le fait de respect des libertés, le respect, le droit syndical, je vais y revenir, etc. L'engagement par rapport aux conventions internationales. Une déclaration de principe, alors que la pratique est haute. La pratique, elle est haute sur le plan des textes et la pratique également sur le terrain. À ce jour, il y a eu jusqu'à 500 personnes détenues en Algérie en raison de leurs opinions. Notamment pendant la période de Hirak, c'est-à-dire la période qui a commencé le 22 février 2019, c'était à Hirak, qui a duré plus d'un an. C'est la pandémie qui a mis fin, de Covid-19 qui a mis fin à cette contestation sociale. Et il faut rappeler que c'est ce Hirak qui a empêcher le renouvellement du 5e mandat du président Bouteflika qui a conduit à son départ. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Donc en fait, ce qui est nouveau, il n'est pas vraiment nouveau, ce code pénal, parce que si on se réfère à ce que vous avez analysé à l'instant sur la Constitution de 2020, elle annonçait déjà la couleur de ce code pénal, finalement. On ne devrait pas être étonné si on revient à ces détails de la Constitution que vous avez évoqués. Les éléments que j'ai donnés, c'est la Constitution de 2020, mais je parlais ensuite du code pénal. Du code pénal, donc c'est des textes législatifs. C'est des textes législatifs qui ont été votés d'ailleurs par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale populaire. Donc voilà une indication sur l'évolution de ce régime présenté comme étant la nouvelle Algérie par le président Tebboune élu en décembre 2019. On arrive à une situation particulière. Dans la pratique, ça s'est aggravé. Non seulement le dispositif pénal s'est aggravé dans le sens d'une plus grande répression, mais également dans la pratique, il y a eu, je vous l'ai dit, plus de 500 détenus d'opinion entre 2021 et 2022. Aujourd'hui, on a un chiffre de 200, qui est un chiffre recoupé par les associations internationales, les ONG, 200 qui sont des délits d'opinion. Ça vise qui? Ça vise les anciens activistes du Hirak, ça vise les opposants, ça vise la presse et ça vise tous ceux qui se mettent donc sous le coup de cette nouvelle qualification pénale. Il y a eu des interpellations à l'international. Je vous signale par exemple la visite de la rapporteure spéciale sur les droits des défenseurs humains, qui est Mme Mary Lewer de l'ONU, qui a effectué une visite à la fin novembre dernier, du 25 novembre au 5 décembre, et qui a fait un rapport tout à fait critique sur ce qui se passe en Algérie. Elle a contesté évidemment le fameux article 87 bis, c'est-à-dire la répression en Algérie, essentiellement, c'était l'article 87 bis, qui donne une définition extrêmement large, la plus large possible du terrorisme, et ça a été dénoncé donc par cette rapporteure spéciale. Et puis il y a le fait que dans cette définition du terrorisme, qu'est-ce qu'on met? C'est pour ça que c'est un périmètre très large. Et ça, c'est maintenant avec les nouveaux articles qui ont été introduits le 6 mai de courant. Alors, il s'agit donc de sanctionner tous ceux qui sèment l'effroi, semer l'effroi, qui créent un climat d'insécurité, qui portent atteinte morale on va aller dans les détails peut-être plus tard, mais avant... Une question aussi sur le timing. On connaît un peu les bases de la communication politique. Déjà, on l'a annoncé il y a quelques semaines, on avance le scrutin présidentiel, colonel Saoud. Et dans la foulée, on annonce un nouveau code pénal. Est-ce une simple
coïncidence d'agenda. D'abord, il faut signaler que ce n'est pas la première réforme. Depuis que le président algérien est là, nous en sommes à 6. Sauf qu'elles sont parcellaires et évidemment, ils profitent de certaines conjonctures particulières. Ça va dans le sens d'un durcissement et d'une restriction des libertés clairement affichée. Sur la temporalité, vous savez, je ne sais pas si le moment est choisi. On est en période préélectorale. Je ne sais pas si c'est positif pour celui qui a donné cette indication pour essayer d'apporter ces réformes parcellaires dont on peut parler tout à l'heure des détails. Mais je pense que c'est impromptu. Et ça a laissé des commentaires défavorables par ailleurs, y compris à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce qu'on sent ? Ça n'engage que moi-même. J'ai senti la plume de l'institution militaire. Elle est présente. C'est l'épine dorsale de ce système. Encouragé par la faiblesse d'un président, eh bien, dans les expressions, vous sentez qu'il y a du sécuritaire là-dedans. Mais qu'est-ce qui aurait motivé justement cette action-là à ce moment, maintenant, à 4 mois, je veux dire, les élections sont prévues pour le 7 septembre, oui. Et le texte est sorti le week-end du 5. Donc, tout à fait. Il y a des questions à se poser. Enfin, je veux dire, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui aurait motivé cette action des autorités ? C'est une question très importante. Le timing est important. Nous sommes en pré-campagne. Il y a des voix qui se lèvent, il y a des candidatures qui s'affichent en l'air, mais le but, c'est d'enlever toute voix dissonante. D'abord, vous savez, c'est une intimidation, c'est un code pénal intimidant, restrictif, et qui est une menace à toute velléité de dissonance dans les éléments de langage pour après. Et quand on parle, par exemple, de la démoralisation de l'armée, mais dites-moi... C'est quoi ? Ça veut dire quoi, justement ? J'allais vous interpeller là-dessus avant de rentrer dans le détail. Peut-être quelque chose à ajouter, colonel Saoud, avant qu'on aille dans le détail, parce que démoralisation de l'armée, enfin... Mais c'est ce qu'il y a de plus abstrait dans une armée qui a le moral. C'est une armée qui se donne le moral elle-même. Et dans son environnement, dans son écosystème. Mais généralement, déjà, quand on sort ce genre de... Cette terminologie, généralement, on l'entend en guerre, en période de guerre. Oui, les troupes ont perdu le moral, n'ont pas le moral. Mais là, comment un citoyen, il va faire détruire le moral des troupes, littéralement. Et en période de paix, hein, il est explicité. Oui. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un système frileux. On sent la frilosité. Quand vous faites des dispositions juridiques, on sent la main de législateur, entre guillemets. Mais il y a une peur énorme de la contestation. Bon, Mustafa a parlé du Hirak, mais le Hirak, le procès n'a pas été interrompu. C'était un procès des militants du Hirak. Il s'est déroulé dans le huis clos complet, à la méconnaissance de tous les droits de procès juste et équitable. Il faut le savoir. Et à plus forte raison, quand ils vous disent la société algérienne a évolué, il faut qu'on évolue avec. Depuis quand une société qui veut évoluer ne voudrait pas davantage de liberté d'expression, de réunion, liberté de presse? Donc c'est un peu hors sol et à contre-temps. Ils sont revenus ici et on arrivera peut-être dans certaines dispositions à des juridiques médiévales. Et je pèse mes mots. Alors, sur ce plan-là, si vous permettez... Maître Srimi, parce que là, j'interpelle le juriste, et surtout sur les dispositions de cette loi, comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Alors, sur le moment, la question que vous avez posée, je vous propose cette lecture. Ça n'est pas une réforme choisie. C'est une réforme contrainte.
Contrainte par quoi? Contrainte par la situation conjoncture objective qui est celle de l'Algérie. Pourquoi c'est une réforme? C'est-à-dire, ce n'est pas une réforme qui s'inscrit, comme le dit le discours officiel algérien, pour la prise en compte des évolutions de la société. Ça a été relevé, c'est grotesque de proposer une réforme comme ça pour dire l'évolution de la société, comme si l'aspiration du peuple algérien, c'était d'aller vers un modèle répressif à 100%. Donc ça, c'est tout à fait Après, pour répressif, incongru. on verra quelles sont les dispositions qui traduisent justement cet aspect pour ce qui répressif. est donc c'est contraint, c'est une solution contrainte parce qu'il s'agit d'avoir tous les dispositifs opérationnels permettant de réguler et de réprimer toutes les contestations possibles. Pourquoi? Parce que l'Algérie entre dans une période de fragilité, elle l'est déjà depuis l'élection de Tebboune, dans les conditions que vous savez, et de fragilité parce qu'il y a un scrutin présidentiel dans 4 mois. Et donc il s'agit de verrouiller. Il s'agit de verrouiller. D'ailleurs, ce verrouillage a été dénoncé par les partis d'opposition, les ONG, etc. Pas par les partis acquis au pouvoir, on le sait. Et il s'agit qui n'ont pas applaudi non plus. Comment Qui n'ont pas applaudi. Bien sûr. Ils n'ont pas applaudi, mais ils n'ont pas dénoncé. Voilà, ils n'ont pas applaudi, mais ils sont là. Donc une position de frilosité. Il y a le fait que nous entrons dans une période de turbulence potentielle parce que, on ne sait pas, jusqu'à ce jour, on ne sait pas si le président Tebboune va ou non être sollicité un nouveau candidat. Sa propre réélection. Ça prouve que ce n'est pas réglé. Et donc, et s'il est candidat, ça sera le dernier jour des déclarations de candidature. Comme ça a toujours été fait en Algérie. Les généraux se rendent compte aujourd'hui qu'il y a une conjoncture non maîtrisable, fluide, avec des turbulences potentielles d'ici septembre et probablement au-delà, même quand il y aura le scrutin du 7 septembre. Et donc il s'agit de prendre des mesures préventives, j'allais dire de précaution, mais de précautions répressives, pour éviter toute contestation. D'où d'ailleurs le fait que le scrutin ait été fixé le 7 septembre, ce qui réduit les possibilités pour les partis d'opposition, en particulier, de faire des campagnes au mois d'août dans des conditions difficiles. Et il y a une avancée particulière dans le dispositif de répression. Dans le détail, puisque vous me l'avez demandé, le texte de référence, c'est le fameux article 87 bis sur la définition du terrorisme qui a été donné donc depuis 2020, qui a servi à beaucoup de mesures de répression. Et je continue, j'ai parlé de fait de semer l'atteinte, l'incrimination pour tous ceux qui sèment l'effroi, climat d'insécurité, l'atteinte morale ou physique aux personnes qui mettent en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité. Justement, j'interpelle le juriste. Quand c'est dans le texte, quand c'est comme ça, après, ça dépend du juge de définir J'y viens. Voilà. Vous avez raison de relever ça. Il y a également une incrimination, une nouvelle incrimination, c'est l'entrave à la circulation et à la liberté de mouvement sur les voies publiques, l'occupation des voies publiques, des attroupements, etc. Comment voulez-vous mener une vie démocratique et une compétition électorale où il y aura des candidats, etc., si vous sanctionnez le moindre attroupement, la moindre réunion? Donc il n'y a pas de campagne, en fait. Oui, c'est-à-dire il s'agit de fait, je résume, il s'agit de stériliser la contestation politique et la campagne électorale qui va venir, campagne présidentielle. Attroupement, ça relève de la nouvelle loi pénale, les atteintes aux moyens de transport, etc. Et ça, c'est dans le nouvel article 96 qui prévoit, tenez-vous bien, aussi par ailleurs, des peines de prison de 1 à 5 ans. 1 à 5 ans pour d'autres faits. Lesquels? Quiconque distribue, vend ou détient des tracts à des buts de propagande, des tracts, des bulletins, des vidéos ou des audios de nature à nuire à l'intérêt national. C'est ça c'est là qu'intervient la politique pénale de ce régime, c'est-à-dire c'est de nature à. De nature à, et la question que vous avez posée, celle-ci... C'est surtout le pouvoir discrétionnaire des juges.
Mais ils ont édicté de nouveaux textes dans le Code pénal. Oui. Qui donnent une large latitude d'interprétation aux juridictions concernées. Pourquoi ? Parce que nous avons, nous, un principe, le Maroc et d'autres pays, le principe fondamental du droit pénal, c'est l'incrimination des peines de manière extrêmement précise. Oui, c'est ça le principe fondamental. C'est ça Mais c'est vague, ça reste toujours vague. Oui, mais bien sûr que. Mais le fait qu'il y ait 10 personnes, ça peut conduire évidemment, c'est un attroupement. Et donc c'est fondamental. C'est la difficulté pour le droit pénal, mais le principe fondamental du droit pénal tel que consacré par les instruments internationaux, c'est le fait que la définition, les éléments constitutifs des infractions et des délits doivent être extrêmement précis. J'ajoute aussi d'autres choses. Il y a un nouvel article maintenant qui s'appelle l'article 63 bis, qui a été également publié au bulletin officiel. Juste pour rester sur ça, sur cet article 100 qui dispose que toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proféré publiquement, soit par écrit ou imprimé, affiché ou distribué. Enfin, je veux dire, bon, pour ce qui est des tracts, ça n'existe plus puisqu'il y a des réseaux sociaux. Et même sur ce volet-là, il y a aussi... Oui, il est prévu. Voilà. Il est prévu la sanction de tout ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est l'apport, si je puis dire, mais l'apport répressif et non pas démocratique de cette nouvelle réforme du Code pénal, la sanction de tout ce qui peut être incriminé dans les réseaux sociaux. Et donc, ça va très loin. Ça donne évidemment la possibilité à l'appareil répressif de faire pratiquement ce qu'il veut. L'Algérie redéfinit aussi, à sa manière, les notions de trahison. Et je voudrais aussi vous interpeller encore une fois sur l'outrage envers les symboles de la Révolution. Enfin, on est en 2024. On va aller plus loin, même les imams. Même les imams sont inclus dans cette... Il ne faut pas des outrages aux imams. On va y arriver. Mais c'est en effet. Vous savez... les services publics, même les services de sécurité qui ont un service public, qui ont un contact avec les citoyens, il n'y a que la loi qui peut les protéger. Mais elle ne doit pas protéger des bavures. Et c'est ça. En fait, qui protège le citoyen de ces autorités? J'ai pas compris. L'État protège les personnes et les biens, il protège aussi les libertés. C'est ça le rôle de l'État. Et dans ce qu'a présenté le ministre de la Justice algérienne, c'est du liberticide complet. Comment des services de sécurité qui sont des auxiliaires de la justice peuvent être immunisés de cette manière, excusez le terme, protégés de cette manière-là, parce qu'il y a des bavures, il y a des méprises, qui sont portées à la connaissance de la justice. Évidemment, on ne peut pas protéger des gens comme ça. Sinon, c'est l'abus délibéré. La trahison. C'est quoi? Il faut d'abord, ça c'est mon interprétation de ce que j'ai lu dans ces qualifications. C'est ce qui vous a fait penser à cette analogie avec les lois médiévales. Mais on a l'impression que ce terme-là vraiment ressort d'une autre ère. Oui, mais le charlatanisme, c'est médiéval aussi. On va y arriver. Ouais. Parce qu'il y a une disposition qui parle de la sorcellerie et du charlatanisme. Mais donc, au XXIe siècle. Et ça n'existe pas dans le droit marocain. Vous ne pouvez pas trouver une disposition dans le code pénal marocain qui parle de la sorcellerie ou du charlatanisme. Vous ne pouvez pas trouver ça. Et donc, on est revenu sur la trahison. C'est pour cela que j'ai dit à Hassim Mustafa que les infractions stipulées sont susceptibles d'extensibilité dans l'interprétation. Okay. Mais dites-nous, c'est quoi la trahison? Dites-nous, c'est quoi l'unité nationale? L'unité nationale, c'est quoi? Et donc, il y a une façon
de prononcer comment on appelle ça, des caractérisations sans en expliquer de quoi il s'agit. Du coup, cela revient au pouvoir discrétionnaire des juges. Mais ça ouvre le débat à de la dérive. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est quoi la trahison? Si vous dites qu'un général de l'armée détient le monopole du sucre, est-ce que c'est une atteinte, est-ce que c'est une trahison? Est-ce que c'est une atteinte au moral de l'armée? Voilà. Il y a la main de l'institution militaire qui se protège parce qu'elle sait qu'elle a le monopole de l'économie et tout le poumon de l'économie qui est détenu par cette institution. Je vous propose, si vous permettez, de compléter ça. Je trouve un peu réducteur de ramener la vie politique algérienne telle qu'elle se déroule aujourd'hui au seul comportement des généraux. Il y a d'autres forces sociales et économiques qui sont alliées aux généraux. Je n'ai pas terminé. Pardon. Je n'ai pas terminé. Pardon. Et leur relais. Et leurs relais, mais voilà, c'est important. Les hommes liges, et leurs alliés. Oui, les hommes liges de l'armée, ils existent. La structure. Qui protège qui, du coup? Est-ce que c'est l'armée qui les protège? C'est l'armée qui protège Est-ce que c'est eux qui protègent finalement les ambitions, les enjeux, mais aussi les intérêts économiques ou autres de cette même Ce sont leurs intérêts propres avec armée. des hommes liges. Ils les protègent jusqu'à ce qu'ils tombent et c'est toute la chaîne qui tombe. C'est comme ça. Écoutez, si on ne pense pas que l'institution militaire est la colonne vertébrale de ce système et les faiseuses de présidents, on n'a pas compris l'Algérie. Et c'est ce qui se passe généralement dans l'histoire, professeur Sahimi, c'est ce qui se passe dans l'histoire quand c'est un régime militaire qui met en place un code pénal? Parce que vous avez parlé de débat, parce qu'on n'a pas entendu parler de débat, on a entendu juste de débat parlementaire. Il n'y a pas de débat. On a juste entendu qu'il est sorti au bulletin officiel. Point. Madame, ils ne savent même pas orchestrer. S'il y avait un débat télévisé, des amendements par les partis, on aurait... Mais c'est parti comme une lettre à la poste. Et c'est ça l'Algérie nouvelle. Alors que sa population a changé, une jeunesse qui a besoin de liberté, qui a besoin de souffler, et là, on verrouille, comme a dit Mustafa. On verrouille la presse aussi, Mustafa Sahimi? La presse, évidemment, des sites ont été fermés, vous le savez très bien. Oui, des associations, des journaux ont été mis en liquidation sous prétexte qu'ils ne payaient pas leurs factures. Tout ça est connu, c'est un processus qui a été entrepris avec la présidence Tebboune. Et il faut relever que ce processus de répression et de maîtrise du champ médiatique était moins affirmé sous la présidence Bouteflika, où il y avait des espaces, relatifs, etc. Et puis on n'entendait pas non plus les aberrations qui passent aujourd'hui à travers d'abord l'agence de presse officielle, APS et autres, qui adopte un style vraiment, Ce que je voudrais ajouter, qui porte à confusion, à se dire est-ce que c'est vraiment une agence de presse ou c'est le Gorafi, ou c'est un site satirique. Ce que je voudrais ajouter, si vous le permettez, sur la nature du régime algérien. On ne peut pas réduire le régime algérien à la place centrale qui occupe les généraux aujourd'hui en 2024. Il faut du recul, il faut un historique. C'est intéressant. Il ne faut pas réduire à la place centrale. Oui, mais vous vous contredisez. Non, si vous dites qu'il ne faut pas réduire, mais en même temps, la place centrale... Je finis. Vous allez voir ce que je veux dire exactement. Toute l'équation politique algérienne de 1962 s'est faite avec et autour de l'armée. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs, c'est l'armée des frontières de Boumedienne. Pas la même armée. Après, si on devait, n'est-ce pas, colonel Saïd, si on devait aller dans le détail de l'armée, effectivement, les choses ne sont pas les mêmes avant et après 62. C'est l'institution militaire en tant que telle, l'ANP, qui a pris le pouvoir en août 1962, à la suite d'une répression des militaires de l'intérieur, notamment de la Wilaya 4, et qui a dessaisi le GPRA de Ben Khadda, qui a pris le pouvoir
en août 1962. Et c'est cette institution qui avait besoin d'un personnage politique de premier plan, c'était Ben Bella, qu'elle a destitué le 19 juin 1965. Depuis, on n'est pas sorti de ce schéma. Maintenant, la place de l'armée, elle est centrale, évidemment, elle a des postes de décision. Mais les forces sociales en Algérie sont importantes, c'est-à-dire cette armée, elle est dans le secteur économique. Elle est dans le secteur économique algérien, comme d'ailleurs l'armée en Libye, comme en Égypte, en Iran. Le poids des gardiens de la Révolution, c'est 25% du PIB en Iran, il faut le savoir. Donc, mais il y a d'autres forces. Et un système ne peut fonctionner que s'il y a d'autres forces qui s'allient à sa politique et à ses intérêts. En l'espèce, il y a une convergence d'intérêts entre ceux de l'armée et ceux de forces sociales, notamment le grand capital algérien privé, qui est rentier et parasitaire, et la technostructure, qui a des postes clés dans l'appareil d'État, etc. Pour ce qui est de la trahison que vous avez évoquée, évidemment, ça pose question. Où s'arrête l'opposition politique et où commence la trahison ou l'acte terroriste? Là, vraiment, je vais vous donner des exemples. Je vous pose une colle, là. C'est une question un peu compliquée, je pense. Mais je vais essayer de vous répondre. D'abord, c'est le nouvel article 63 bis qui fait référence à la trahison. Et en cas de trahison, la condamnation, vous savez quel est le tarif pénal? C'est la prison à perpétuité. Oui. C'est quelque chose, il faut le relever. Alors, c'est quoi la trahison? C'est quand vous divulguez des informations, des documents intéressant la sécurité nationale, la défense ou l'économie nationale. Je vais reprendre l'exemple le plus simple. Je vais laisser de côté les questions de défense et les questions économiques. Vous dites que le déficit commercial de l'Algérie s'est dégradé de 2 points au cours du premier trimestre 2024, c'est pas être considéré comme de la trahison, parce que vous portez atteinte à l'économie nationale et aux intérêts de... Alors, si vous donnez ces informations à un journal étranger ou à un conseiller économique, etc., cette intelligence avec une puissance étrangère, donc le tarif est plein. Si vous... Eh oui, c'est plein pot, comme on dit. Et si vous publiez ces informations dans un site électronique algérien, c'est entre 20 et 30 ans. Voilà quand même. Il y a une autre formulation aussi, toujours l'article 63, mais alinéa premier, qui dit qu'il y a trahison, toujours le terme trahison, quand il s'agit de nuire aux intérêts de l'État algérien et à la stabilité de ses institutions. C'est-à-dire, ça, c'est le régime local, quand la diffusion, ce qui est considéré comme élément de trahison, est diffusé localement. Intérieur. Vous vous rendez compte? Nuire aux intérêts de l'État algérien, ça veut dire quoi? Et surtout la stabilité des institutions. Vous dites que les élections ne se sont pas bien passées, vous portez atteinte à la stabilité des institutions. Vous dites que l'indice de confiance, il y avait un sondage que les gens sont inquiets, c'est une atteinte à l'unité nationale. Enfin, nous sommes dans un monde invraisemblable. Donc c'est extensible voilà. Dans l'interprétation. Dans l'interprétation, c'est ça. Ce que je voudrais relever aussi, c'est l'arbitraire. C'est l'adjonction. C'est l'adjonction maintenant des réseaux sociaux dans la politique d'incrimination pénale. Et qu'est-ce qui est dit? Les peines sont de 1 à 5 ans. C'est le nouvel article 75 du Code pénal qui dit que toute entreprise de démoralisation de l'armée ou des autres corps de sécurité nature à nuire aux sécurités nationales. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus rien dire sans prendre le risque d'une incrimination et d'une condamnation allant de 1 à 5 ans. Pour finir cette observation-là, mon hypothèse, c'est que ce régime-là ne peut produire que cela. Ce régime est corseté par rapport à ses fondamentaux. Il est incapable d'entreprendre le moindre processus de démocratisation et il ne peut que continuer à s'enferrer et accentuer la répression et un système totalitaire. Pour compléter ce que vous venez de dire, terminer la première partie. Dans le 63 bis 1, il y a tout ce dont a parlé c'est Mustafa, mais il y a tout ça par l'usage numérique, par les réseaux sociaux. Et c'est une disposition particulière
on parle de la divulgation, mais on parle aussi spécifiquement des réseaux sociaux dans le même paragraphe. En fait, sinon, parce que et cela inclut tout, hein, l'image, le son, etc. Mais cela implique aussi, parce que vu qu'il parle d'unité nationale, si vous portez un t-shirt avec la carte du Maroc, la carte officielle du Maroc, vous risquez aussi de lourdes peines d'emprisonnement parce que vous touchez à la souveraineté de l'Algérie. Oui, vous êtes arrêté à l'aéroport Ouari Boumediene à Alger si vous y allez à Alger avec le même t-shirt étranger. Même l'étranger, même le touriste. Même les touristes. Même le C'est-à-dire touriste. s'il y a un touriste belge, que dis-je, absolument. qui arrive avec un t-shirt, il va être arrêté par les autorités. Nous en sommes là. Et le code pénal va l'incriminer pour atteinte à la souveraineté et à l'unité nationale. C'est-à-dire, c'est un délire collectif, moi, qui me préoccupe. Après, collectif, je ne sais pas. Il est collectif. Oui, mais bon, si puisque c'est une institution, puisque c'est un président de la République. Est-ce qu'il y a eu débat pour dire que c'est collectif? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc on ne peut pas dire que c'est un délire. Alors, c'est un délire collectif d'une certaine élite qui impose tout cela justement à une majorité, à une population. Pour autant, c'est un texte en vigueur qui est applicable, qui a été publié au bulletin officiel algérien le 6 mai. Une dernière question, messieurs, sur cela. Pardon, encore un point, vous me permettez un dernier point avant que j'oublie, c'est que la politique de répression ne va pas seulement dans ces aspects-là, elle va jusqu'à la réglementation du droit de grève. Et alors, il y a eu 2 lois qui ont été adoptées, c'était en octobre d'ailleurs 2023, il faut le rappeler, c'était donc il y a 7 mois, pour le règlement des conflits collectifs et l'exercice du droit de grève. Ça veut dire quoi? Ils ont défini, ces textes ont défini une liste de secteurs étatiques où la grève est interdite. Il faut le dire. Dans les secteurs de la défense, sécurité nationale, bien sûr, ça c'est compréhensible. Secteurs stratégiques et sensibles, mais lesquels justice intérieure, protection civile, affaires étrangères, finances, affaires religieuses, énergie, transport, agriculture, éducation, formation, enseignement professionnel. Donc vous m'accorderez que c'est un large périmètre où le droit de grève est interdit. Et il y a dans les autres secteurs, il est prévu un service minimum de 30% des effectifs. Et tout ça est en violation constante avec les instruments internationaux qui s'imposent à l'Algérie, évidemment. Juste une dernière question là-dessus. Colonel Saad, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste pour dire, sous quel signe finalement s'annonce cette campagne électorale ou tout simplement ces élections présidentielles de septembre? Il y a déjà un candidat qui est en campagne, le fameux Ben Grina, l'aboyeur en chef. Il est déjà en campagne et il l'a annoncé. Oui. C'est lui qui était venu à notre frontière pour dire que le Maroc, c'est l'ennemi classique, etc., etc. Mais tout le monde sait que c'est un lièvre, soit dit en passant. Il y a une disposition qui me paraît intéressante dans cette réforme, c'est ce qu'ils appellent l'atteinte aux investissements. Ah oui. Atteinte aux investissements. Eh bien, je ne sais pas si c'est juridique, mais qui peut atteindre aux investissements? C'est quoi un investissement? C'est l'État, c'est les collectivités qui les font. Mais c'est quoi les paramètres? C'est un environnement institutionnel favorable, c'est une justice, c'est des élus qui vous facilitent, c'est une administration, tous les facteurs attractifs, ce qu'on appelle l'attractivité d'un territoire. Mais ce n'est pas le citoyen, c'est l'État et tout l'écosystème de l'investissement. Ça veut dire quoi, atteinte à l'investissement? Moi, madame, j'étais ahuri. Je ne sais pas si mon ami Mustafa a une explication par rapport à l'atteinte à l'investissement. Est-ce qu'un Algérien va aller dire aux Américains ne venez pas? Ou alors, c'est à se dire, est-ce que finalement l'investisseur, est-ce qu'il est freiné par le citoyen ou est-ce qu'il est freiné aussi par les lois qui sont en vigueur et par les lois parallèles aussi qui sont en vigueur et qui accueillent justement les investisseurs avec les requêtes que l'on connaît? Absolument, mais c'est tout l'environnement institutionnel qui crée l'investissement. Oui. Alors du coup, effectivement, bon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, est-ce que, en parlant d'investissement, voilà, justement, on va passer à la deuxième partie de cette émission qui parle justement d'investissement. Cette fois, c'est un investissement émirati qui fait réagir les autorités algériennes, pas de manière officielle, hein, je le disais dans mon introduction. C'est l'agence Reuters qui a évoqué des menaces de l'Algérie vers
l'Espagne de maintenant lui couper le gaz via Medgaz, qui reste donc le seul moyen de passage du gaz algérien vers l'Espagne directement, parce qu'il y a bien sûr un autre passage. Mais ce qui est intéressant, et c'est peut-être qu'on va parler du pourquoi, qu'est-ce qui pourrait gêner les autorités algériennes, même si le deal n'est pas encore officiel, si une société émiratie, aussi importante soit-elle, notamment sur le continent africain, mais pas que, dans les secteurs énergétiques de manière générale, pas le gazier simplement, pourquoi les autorités algériennes réagiraient à un rachat par une société émiratie, d'une part, d'une multinationale espagnole qui détient des parts aussi dans la Sonatrach? D'abord, vous avez raison de le relever, c'est là une grande interrogation. D'abord, la présentation du dossier. Oui. Il y a des relations de vente de gaz de l'Algérie à l'Espagne, et dans le cadre d'une société qui est la société Medgaz, où il y a plusieurs actionnaires. Il y a la Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, qui a 51%. Et 49%, c'est la société espagnole Naturgy. Laquelle société espagnole Naturgy comprend un certain nombre d'actionnaires importants qu'il faut relever, qui ont 20 etc., donc 23%. Il faut noter aussi qu'il y a un contrat pour ce qui est de Medgaz de livraison de 3 milliards de mètres cubes de gaz à l'Espagne jusqu'à 2032. C'est un contrat longue durée, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la société espagnole, qui est une multinationale mais de droit espagnol, donc elle a, je l'ai dit, elle a donc des actionnaires à hauteur de 49%, qui sont CVC, GIP, Criteria, etc. Je passe les détails. Et elle a fait l'objet, dit-on, d'une proposition du groupe émirati d'Abu Dhabi, le groupe TAQA. Et donc on va aller probablement, parce que c'est ça, il y a des procédures particulières dans ces opérations de rachat d'actions. Du point de vue de la législation espagnole, quand l'opération porte sur plus de 30% des actions, il faut que ça soit une offre publique d'achat qui est extrêmement réglementée. Si c'était que 10% d'1%, ça se fait au niveau de la bourse ou des bourses, ça ne pose pas de problème. Il y a aussi, il faut dire que, autre élément pour nos téléspectateurs, c'est que l'Algérie aujourd'hui, le premier exportateur de gaz en Espagne, pour ce qu'elle a retrouvé, qu'elle avait perdu en 2021-2022, qu'elle a retrouvé aujourd'hui à hauteur à peu près du tiers des importations de gaz espagnoles. Depuis 2024. Depuis 2024, le premier trimestre. Et elle est suivie par les États-Unis, 25%, puis la Russie, 23%, et puis le Nigeria, 12 ou 13%. Donc voilà l'état du dossier. Maintenant, l'Algérie dit... on passe du dossier gazier au dossier gazier diplomatique. L'Algérie menace la société espagnole, donc Naturgy, de prendre des mesures adéquates de sanctions si jamais la cession des 49% ou d'une grande partie des 49% se faisait vers un opérateur autre que Naturgy. Voilà le dossier. Or, en l'espèce, si c'était le cas, moi je crois beaucoup à une fanfaronnade de la diplomatie algérienne. Pourquoi? Parce que c'est une rupture de contrat. Il y a un contrat gazier jusqu'à 2032, donc pour fourniture de 3 milliards de mètres cubes de gaz à l'Espagne, suivant un prix d'ailleurs qui a été corrigé l'année dernière, l'Algérie invoquant le fait que les prix internationaux s'étaient relevés, qu'il fallait ajuster. Parce que la dénonciation de cet accord d'approvisionnement de l'Espagne par l'Algérie sur la base du contrat qui va jusqu'à 2032 conduirait à des indemnités exceptionnelles de l'ordre, moi j'ai demandé à quelqu'un, entre 500 millions et 1 milliard de dollars.
Parce que c'est un préjudice énorme pour un pays qui reçoit le tiers de son approvisionnement en gaz du jour au lendemain, qui n'est plus servi. C'est un préjudice exceptionnel pour l'économie donc espagnole. Et je doute que l'Algérie aille jusque-là, jusqu'à cette extrémité, à encourir le paiement d'une amende. Pas seulement le paiement d'une amende, si vous permettez, mais l'impact et la dimension d'une telle mesure. Ça voudrait dire vis-à-vis des partenaires occidentaux, en particulier l'Italie, qui est un gros importateur de gaz, vous le savez, c'est à peu près 40%, la France c'est 10%, ça veut dire que la sécurité d'approvisionnement de gaz venant de l'Algérie n'est pas fiable. Tout à fait, et ça, c'est un coût politique et économique énorme, et nous en sommes là aujourd'hui. Mais ils l'ont fait déjà. Ils l'ont pas fait. Non, ce que je veux dire, c'est que déjà, en interrompant une partie du gaz qui est exporté vers l'Europe à partir du Maroc, déjà on donne un signal, c'est-à-dire que... Oui, vous avez raison de le relever. Est-ce que finalement, jusqu'à quel point peut-on être raisonnable, comme vous dites? Sur ce plan-là, si vous permettez, c'est Hassan... Non, mais je complète. Vous lui avez demandé directement. Allez-y. Je complète. Pour ce qui est du contrat de gaz Algérie-Maroc, c'était un contrat bilatéral. Bilatéral, oui. Bilatéral. Évidemment, il a eu un effet désastreux, mais les opérateurs internationaux ont considéré que c'était local et régional et que c'était lié à la situation entre Rabat et Alger. En l'espèce, pour ce qui est d'un pays européen, frappé par une mesure de ce type, l'impact serait énorme. On ne fait pas, une concertation par rapport à une crise probable. Le ministère de l'Énergie espagnol n'a pas dit un mot, donc, mais les informations, c'est, de mon point de vue, une façon d'anticiper, mais maladroite. Une façon d'anticiper et de faire pression sur leurs partenaires pour éviter de faire ce deal. Or, mais nous sommes dans une mondialisation. On est dans un système libéral ouvert où chacun peut commercer avec qui il veut. C'est ça Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que c'est Accor, parce que c'est une entreprise émirative? Oui. Mais c'est politique. C'est justement... Admettons que si c'était une entreprise russe qui allait acheter des parts dans Naturgy, est-ce que les Algériens auraient réagi ainsi? Ils n'auraient pas réagi de la même manière. C'est une réaction politique, encore une fois, épidermique. Il ne résiste pas à l'envie d'aller très vite sans réflexion. La rupture des relations diplomatiques, la convocation d'ambassadeurs dans la minute, c'est ça la marque de fabrique de la diplomatie algérienne, malheureusement. Il n'y a pas une période de réflexion et de recul. La suspension avant la réflexion. Avant la réflexion. Et ça entame leur crédibilité. Ça entame leur crédibilité. Et puis, ça entame aussi leur place dans un échiquier où tout le monde maintenant sait que l'Algérie n'est pas un pays crédible, n'est pas un pays... Regardez l'entourage, l'environnement immédiat, le Sahel, la Libye aussi, le bis-bis avec le Niger, le Mali. Il y a un problème algérien, c'est le problème de coexistence avec l'environnement. En ce qui concerne les Émirats, dans une interview qui a duré longtemps, à tel point que les services de renseignement algériens en ont coupé près du tiers, eh bien, c'est des menaces. De qui? Le président? Du premier magistrat de la nation, à l'endroit d'un pays souverain qui a fait un choix politique par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc. Nous, on n'a pas... Qu'est-ce qu'on a fait avec l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, elle fait ce qu'elle fait, nous faisons ce que nous faisons, mais on n'a pas rompu les relations diplomatiques. Il y a, à mon avis, comment on appelle ça, la façon dont la diplomatie est gérée dans ce pays-là. C'est vraiment de l'approximation, mais surtout un manque de jugement par rapport à des décisions dont on ne connaît même pas
quelles sont les conséquences. Parce que quand on veut prendre des décisions diplomatiques ou économiques, on fait des scénarios. Qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut nous arriver pour essayer de donner aux décisionnaires des hypothèses et lui permettre de prendre une décision adéquate par rapport au problème. Et c'est ça le malheur de ce pays. Je voudrais prolonger ce que vous avez dit sur deux niveaux, si vous permettez. En interne, ce régime n'est pas réformable pour des raisons connues et il ne peut pas engager le moindre risque de démocratisation parce qu'il repose sur des postulats, le poids de l'armée, la répression et aucune tête ne doit dépasser ni même parler. Voilà comment ça fonctionne. À l'international, c'est complémentaire à l'aspect interne. À l'international, on a le sentiment d'un régime assiégé. Il est assiégé. Un auteur a parlé du mal algérien, je vais plus loin. Oui, c'est un ancien ambassadeur de France à Alger, il a fait son livre algérien. Assiégé, c'est-à-dire assiégé au-dedans par une contestation interne qu'il n'arrive pas à maîtriser, qui est importante, qui a fait quand même partir le président Bouteflika. Vous savez, il faut connaître l'histoire algérienne pour savoir qu'un mouvement social qui arrive pendant des mois à refuser le 5e mandat de Bouteflika et à faire partir Bouteflika, c'est énorme dans la dialectique contestataire algérienne. Pardon, Mustafa, la réforme du code pénal. C'est ça. Tous les ministres de la Justice qui ont participé à ces réformes, ils sont actuellement en prison. Quelqu'un vient de mourir l'avant-dernier. Oui. Ils sont tous en prison, les ministres de la Justice. On se sert des ministres de la Justice et puis après... Il n'y a pas que. Il y a Slal était ministre de la Justice. Sur 102 généraux algériens, je vais vous compléter, il y en a... Je parle des ministres de la Justice. Je complète, je vais dans le même sens. Sur 102 généraux algériens identifiés, il y en a 40 qui sont en fonction, il y en a 30 qui sont en prison, il y en a une vingtaine qui sont à l'étranger et d'autres mis à la retraite. Voilà le tableau de cette junte. Alors, je reviens à l'international. C'est un pays assiégé qui n'accepte pas la dégradation de son influence sur la scène régionale et continentale et ailleurs. Et je crois que c'est important. Aucune initiative algérienne n'a été couronnée par quelque concrétisation, ni en Afrique, ni au Maghreb. Vous vous rendez compte, la seule initiative qui a été lancée par le président Tebboune, c'est faire un petit Maghreb avec la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. La Mauritanie s'est récusée, la Libye ne donne pas suite et se retrouve en tête-à-tête. Donc, vous voyez, ça prouve les limites particulière de la capacité, de la latitude d'action de ce régime. Enfin, entre le discours et les actions, il y a un monde. C'est-à-dire même en ce qui concerne Gaza, on les avait entendus déjà pour prendre le lead, pour réconcilier les différentes factions palestiniennes, alors que maintenant, quand Gaza se fait détruire, où sont... Ben, ça a été fait. Ces mêmes dirigeants algériens qui prônaient la paix avec leurs frères palestiniens. Qu'est-ce qui a été fait pour les Palestiniens? Fait lors de la célébration de l'affaire du 1er novembre, donc, où il avait réuni les 12 factions palestiniennes, donc en prônant le rôle leader de l'Algérie pour le rapprochement de la cause palestinienne. Aujourd'hui, pour Gaza, est-ce que la voix d'Algérie est audible? Pas du tout. Est-ce qu'il y a le moindre début d'initiative? Personne ne consulte l'Algérie sur les affaires du Proche-Orient, sur Gaza, ailleurs, etc. Et donc, ça complète ce que j'ai dit, c'est-à-dire, au-dedans, ils sont donc en situation extrêmement fragile et d'instabilité, ils le savent, et au-dedans, ils n'ont plus de relais. D'ailleurs, même avec les États-Unis, vous savez que les relations se sont tendues, notamment du fait des prises de position de l'Algérie au Conseil de sécurité, vous le savez. Avec la France, ça va pas mieux. Avec l'Espagne, c'est récurrent. Et voilà l'état des lieux. Merci beaucoup. Le grand problème pour ce régime, c'est l'improvisation et l'absence d'inclusion dans les dialogues pour des questions stratégiques. Il y a l'armée et il y a le palais de Mouradia. Et ça ne peut pas marcher sur le long terme. Oui, surtout au XXIe siècle, Absolument. comme vous dites. Absolument. Et
au siècle des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, hein, et qui ne pourra jamais dépasser de toute façon l'intelligence humaine, pour que l'on comprenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mustafa Sahimi, merci Colonel Saoud. C'est vrai. Et merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.